Je vais essayer de chercher les raisons de satisfaction de cette loi de finances, de ce projet de loi de finances. Les impôts n'ont pas augmenté. Par rapport à ce qui a été dit, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les lois de finances et les budgets de l'État d'abord, et les lois de finances qui viennent derrière, sont construits depuis des années d'ailleurs, dans une situation extrêmement compliquée. Les équilibres sont très 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 fragiles. Je ne vais pas reprendre les indicateurs qui sont dans une situation alarmante, mais en tout cas, c'est la situation à laquelle on s'est habitué depuis un certain nombre d'années. Donc on construit le budget et la loi de finances dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement compliqué. Et depuis des années, on s'est habitué au fait que la logique de construction, justement, derrière de la loi de finances, part d'une idée qui est relativement simple. On cherche à accroître les recettes fiscales en mobilisant ou en cherchant les fonds au niveau de la classe moyenne, au niveau des salariés et au niveau des entreprises, on va dire, qui compliant, des entreprises qui se conforment, j'allais dire, à la fiscalité. Et depuis des années, on s'est trouvé tout le temps dans cette situation qui, bien entendu, l'impact est relativement néfaste, particulièrement au niveau de l'entreprise. Ces dernières années également, c'est toujours les éléments de contexte, et c'est peut-être moi je dirais c'est l'élément numéro 1 de satisfaction d'un point de vue économique de la période post-révolution, c'est l'entreprise tunisienne et l'entreprise du secteur privé. Je crois que il est clair que, aux yeux de tout le monde, que d'un point de vue économique, si notre pays continue à être debout, pour faire simple, c'est essentiellement en raison de la bonne performance, de la bonne tenue de l'entreprise tunisienne du secteur privé. Ils ont démontré une capacité de résilience extraordinaire et elles ont continué à faire de la croissance, à confirmer leur capacité de compétitivité par rapport aux entreprises, j'allais dire mondiales, parce que essentiellement nos entreprises sont en train d'opérer sur les marchés les plus concurrentiels, le marché européen. Et ma proximité avec les entreprises et les chefs d'entreprise m'autorise à dire que ces chefs d'entreprise continuent, j'allais dire, à s'inscrire dans une logique, j'allais dire, optimiste par rapport à l'investissement et leur expansion du marché international. En tout cas, c'est ça la réalité. Je crois que c'est un élément de satisfaction fort. Et malheureusement, ces entreprises-là ont été desservies depuis ces dernières années par les lois de finances qui se sont succédées, encore une fois, qui ont essayé de lever les fonds, de chercher les recettes fiscales à travers l'accroissement de la pression fiscale. Troisième élément de contexte, mais très très rapidement, les modèles fiscaux, généralement, comment on définit un modèle fiscal dans un pays? On le définit à travers deux éléments essentiels. À travers le niveau de la pression fiscale. Est-ce que c'est une pression fiscale faible, moyenne ou modérée, ou pression fiscale élevée? Et à travers ce qu'on appelle le niveau de conformité. Est-ce qu'on est dans un environnement où le niveau de conformité par rapport à la fiscalité est faible, ou le niveau de conformité moyen, ou le niveau de conformité élevé? Bien sûr, au niveau de conformité par rapport à la fiscalité, vous déduisez, bien entendu, l'informel et leur circuit formel. Vous pouvez définir c'est quoi le niveau de conformité? Voilà. Niveau de conformité élevé, c'est-à-dire que tu es dans un pays où la quasi-totalité ou majorité des acteurs économiques déclarent et payent correctement leurs impôts. C'est le niveau de conformité. Alors, bien sûr, quelques exemples. Vous avez des pays qui ont construit leur modèle fiscal sur la base d'un niveau, j'allais dire, de pression fiscale faible et un niveau de conformité élevé, qui est les États-Unis, qui est la Corée du Sud, c'est un peu ça. Vous trouvez des modèles qui l'Europe essentiellement, les pays nordiques, c'est un niveau de pression fiscale élevé, la fiscalité très forte, mais un niveau de conformité élevé.
C'est ça en fait qui va définir pour du côté de l'investissement d'opérateurs économiques le niveau de confiance et le niveau d'attractivité pour l'investissement. À Tunis, particulièrement ces dernières années, on est dans un modèle, sans le vouloir peut-être, le pire qui puisse exister au niveau de l'investissement. Tu as un niveau de pression fiscale élevé, et particulièrement pour bien sûr les entreprises qui sont les plus... Et tu as de l'autre côté un niveau de conformité qui est extrêmement faible. Ouais, c'est pour compenser la pression. Oui. Pour compenser les recettes fiscales. La logique de construction des lois de finances, dans un contexte extrêmement tendu, il a les solutions de facilité. Parce que lui, il est obligé d'avoir des recettes fiscales. C'était comme ça. On n'a pas avancé d'ailleurs dans la lutte contre l'informel, etc. On a toujours cherché les solutions de facilité. Alors, نقول الكلام هذايا خاطر ديما نربطها سي فتحي جبد على حكايه l'investissement, parce que ça le problème احنا في بلادنا راهو اللي قاعدين نقاسيو فيه ces dernières années, c'est le niveau de l'investissement qui devient de plus en plus faible. Que ce soit l'investissement dans les entreprises locales, tunisiennes, domestiques, ou les entreprises étrangères. Ces dernières années, on n'a pas de nouveaux investisseurs. Les investissements c'est essentiellement des investissements d'extension des entreprises existantes, de maintien. وعلاش نقول الكلام هذا على خاطر معناها المشكل lorsque tu as cette fiscalité et de l'autre côté tu as un niveau institutionnel de l'investissement qui est complètement absent pour les raisons que vous connaissez, essentiellement le fait que tu n'as pas des règles qui soient j'allais dire justes, le fait que tu n'aies pas une administration qui soit réactive, etc. L'investisseur علاش باش يجيك معناها les fondamentaux de l'investissement مش موجودين. C'est à ce moment-là peut-être que on peut penser légitimement c'est peut-être le levier fiscal qu'on doit utiliser probablement pour corriger un peu le tir. Les fondamentaux du milieu institutionnel de l'investissement, je peux vous dire que on sait maintenant que ça ne peut pas se faire en claquant les doigts comme ça, même si on fait des lois ou un nouveau code d'investissement, on a des structures. La réalité sur le terrain, c'est que l'implémentation des réformes structurantes et la mise à niveau complète de l'administration, les deux éléments, j'allais dire, fondateurs, ne peuvent pas être réalisés, concrétisés en l'espace de quelques mois, en l'espace peut-être ça va prendre beaucoup de temps, ça on le sait. Donc on utilise le levier fiscal peut-être pour corriger un peu le tir. Alors lorsque je regarde un peu cette loi de finances, ce projet de loi de finances justement 2019, réellement je pense que je suis tenté de dire que je suis le moins critique par rapport aux autres lois de finances que j'ai vues depuis la Révolution. Je pense que c'est à plus d'éléments de satisfaction que d'éléments d'insatisfaction. Particulièrement vis-à-vis de l'entreprise, c'est qu'il y a eu, il n'y a pas déjà une agression additionnelle vis-à-vis de l'entreprise, il y a probablement des relaxations par rapport à l'entreprise. Et j'en retiendrai peut-être 3 éléments positifs de ce point de vue dans ce projet de loi de finances. Le premier élément positif que je viens de citer, c'est qu'il n'y a pas eu, parmi les rares fois, depuis des années, une augmentation des impôts existants. À l'aqal facialement, il n'y en a pas. Mais on sait, ça il ne faut pas non plus l'occulter, que dans les faits, il va y avoir des augmentations de l'impôt en 2019, mais ce n'est pas par ce projet de loi de finances l'État à l'examen, mais c'est parce que ça a été acté dans la loi de finances 2018. La loi de finances 2018, à partir de 2019, donc un certain nombre de secteurs, nous allons passer le taux d'impôt de 25 à 35%. Et c'est essentiellement, je sais que Al-Massar, vous n'aimez pas ces secteurs et vous avez peut-être raison de ne pas les aimer. C'est la grande distribution, c'est les franchises, c'est les concessionnaires automobiles. En gros, ce qu'on a tendance à appeler
les rentiers, quoi. Donc, parce qu'il y a donc ça, il passe de 25 à 35%, mais ça a été acté dans la loi de finances de l'année dernière. Et vous avez également l'accroissement de 1%, c'est ma contribution sociale de solidarité, je crois, c'est ça. Voilà. Et qui va s'appliquer aux entreprises, toutes entreprises confondues, et ça va s'appliquer également pour l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Mais moi, chez la loi de finances 2019, donc la pilule, ça a été déjà avalé la loi de finances antérieure. Alors, la deuxième, je pense, série de mesures, et moi je trouve que ça c'est quand même, j'allais dire, je peux même le qualifier de révolutionnaire. Ils ont introduit des mesures de correction des distorsions de la fiscalité, et peut-être des mesures qui peuvent inciter à l'investissement pour les entreprises industrielles. Ils ont été visés. Ils ont permis ce qu'on appelle la réévaluation des bilans, et ils ont accepté que la base de calcul des amortissements, comme choix et techniquement, soit plus élevée que le prix d'acquisition d'un équipement de 30%. Maintenant, ils ont augmenté de 30%. Alors, c'est important pour l'entreprise. Juste باش تفهموا الوضعيه هذه نتاع l'amortissement. وشنو l'amortissement؟ تلقى qu'une entreprise industrielle تاخذ des équipements qui lui coûtent maintenant 1 million de dinars. Et que cet investissement d'1 million de dinars va être utilisé, on va dire, pendant 10 ans. Dont la règle fiscale, il y a 1 million de dinars que tu vas utiliser pendant 10 ans. Dans chaque année, dans ton bénéfice fiscal, tu constates un amortissement, en gros, de 1 million sur 10, ça fait 100 000 dinars. Donc, d'un point de vue fiscal, qu'il y a le coût d'utilisation de cet actif est 100 000 dinars. Mais l'amortissement, au-delà de cet aspect plutôt comptable, a j'allais dire, un objectif économique. Quel l'objectif économique? C'est permettre à l'entreprise d'une certaine façon de constituer un autofinancement, puisqu'en constatant un amortissement, une charge, les bénéfices qu'elle va distribuer, elle constitue une réserve pour qu'au bout de la période d'amortissement, elle va retrouver combien? 1 million, et théoriquement ce 1 million doit servir pour renouveler l'équipement. Inflation et dépréciation de monnaie fait que le 1 million de dinars au bout de 10 ans ne suffira pas pour renouveler l'équipement. Et donc, avec cette mesure-là, tu n'amortis pas 1 million, tu amortis 30% de plus, 1 million 300. Donc, ça permet quand même d'aérer un peu le truc, et donc ça aide, j'allais dire, l'entreprise à avoir un autofinancement additionnel qui lui permet théoriquement de faire le renouvellement des équipements. Et vous avez la réévaluation aussi qui est quand même importante. Depuis maintenant une trentaine d'années, c'est la première fois qu'ils l'ont introduite. Et la réévaluation, c'est tout simplement à un moment T, on permet à des entreprises qui ont des actifs, évidemment, par l'effet de l'inflation, entre autres, la valeur de ces actifs-là sont supérieures à ce qu'il apparaît au niveau de la comptabilité. Avec cette loi de finances, on permet de faire afficher les actifs avec leur valeur, on va dire, du jour. Et, bien sûr, en contrepartie, ça va être des capitaux propres, c'est des réserves, donc ça va améliorer même la lisibilité de la capacité financière des entreprises. Mais en même temps, on admet que l'amortissement se fait sur cette nouvelle base. L'État va contribuer, va participer à absorber, j'allais dire, le coût, l'effet de cette réévaluation, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Ou celle toujours dans le même ordre d'idée. Quelle que soit la durée de l'amortissement. Il y a une nouvelle. Pour 10 ans, évidemment, ils disent que si c'est des équipements, c'est 5 ans, et si c'est des biens immeubles, 20 ans. Relève 30%. Quand tu réévaluation, c'est autre chose. Deux mesures qui sont différentes. L'Aulani, 30%, oui. Quelle que soit la période d'amortissement. Oui, bien sûr. 30%. Au moins, il parle de la base d'amortissement qui va changer. Et la troisième chose, c'est que les actifs qui sont réévalués, s'il y a une cession, dans ce projet de loi de finances, on admet que la plus-value de cession jusqu'à la valeur évaluée n'est pas imposable.
Donc je crois que c'est quand même pas mal, sachant que ces deux mesures, moi personnellement, c'était mes propositions au mois de juillet. Et au moment où j'avais discuté avec le ministre des Finances sur l'évaluation, il était un peu sceptique. Bon oui, mais en fait, on la retrouve dans le projet de loi de finances, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Alors le troisième élément, je pense, de satisfaction, vous allez réagir et je pense que je peux m'étaler là-dessus, même pas au niveau des débats. Alors, qui était 13,5% pour جديدة خرجوا في القانون, applicable à partir de 2021 sur un certain nombre d'activités. Et ce qui visait, c'est essentiellement les activités d'exportation et les activités offshore. Et que je trouve que c'est assez positif. وإذا نفهموا علاش تعملت وعلاش peut-être 13,5%. خاطر tout simplement ça s'inscrit en ligne directe dans l'optique de convergence de notre réglementation fiscale avec les exigences de l'OCDE, avec les exigences des G20 d'abord, ensuite le CDE et l'Union européenne. Ce qui est appelé, je ne sais pas si vous entendez parler du cadre inclusif du BEPS. BEPS, c'est Base Erosion and Profit Shifting. C'est une problématique qui a été posée quand le G20 en 2013, avec les montages qui s'appellent agressifs au niveau des multinationales, qui font que les multinationales s'arrangent pour qu'ils répartissent leur activité économique et surtout les transferts entre elles de façon à payer le minimum d'impôts. Donc, il y a une nouvelle réglementation mondiale. Peut-être que G20 ou des pays qui ont signé les accords de BEPS, même Tunis d'ailleurs, aujourd'hui une centaine de pays. Et parmi les engagements, vous avez chez eux, ça s'appelle 15 actions, mais il y en a 4 qui sont obligatoires, même 2 qui doivent se transformer en législation, et ça a été fait au niveau du projet de loi de finances 2019. منهم واحدة على ce qu'ils appellent في l'action 13 lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables واللي هي اللي ضرتنا وخلت les entreprises filiales d'entreprises européennes وقت نعطيهم 0% d'impôt احنا نخسروا كي نعطيهم 10% d'impôt تونس تخسر. علاش تونس تخسر؟ خاطر en application de ces règles de BEPS et de l'Union européenne particulièrement يعتبروا c'est une règle qui est simple يقول لك إذا كان un pays ناخذ une multinationale وعندها une filiale contrôlée dans un autre pays source le pays de résidence mettons la France ou l'Italie عندك la société mère وعندك الفiliale في تونس كما قلت انت احنا c'est un peu notre modèle économique. وفي تونس c'est une filiale qui est contrôlée par une entreprise italienne. يقول لك إذا كان نعتبرها paradis fiscaux d'ailleurs on a été taxé de paradis fiscal على هذاك تكون تخلص أقل من le minimum exigé تونجي le minimum في le pays de résidence je vais la taxer pour la différence entre mon impôt et ce qu'elle a payé chez le pays source. Toi, l'administration fiscale tunisienne, elle va subventionner le fisc italien, le fisc français et tous les autres fiscs. Et la barre, c'est quoi? La barre, je considère que ce n'est pas, pour aller simplifier, utiliser les termes qu'on connaît, le jargon paradis fiscal, voilà. C'est le niveau 50% de mon niveau d'imposition. Donc, quand on a 13,5, ça a été bien calculé. Parce que 13,5, c'est 50% de 27. 27, c'est le taux d'impôt en Italie. Et actuellement, c'est combien? 27%. Ouais. Bon, France, c'est vrai que c'est 31, 32, mais c'est pas. Il faut raisonner en taux effectif. Et le taux effectif, c'est toujours, ça pivote autour de 27. Mais en gros, les 13,5, je peux vous dire qu'ils ont la confirmation avec la discussion avec les opérateurs de l'Union européenne, de CDE, que c'est acceptable. Et c'est pourquoi ils ont fait 13,5. Et donc, bien sûr, c'est annoncé pour 2021. En tout cas, c'est un engagement. Une liste grise parce que le gouvernement s'est engagé de le faire et maintenant, il a concrétisé au niveau de la loi de finances. Et je pense que
Pour moi personnellement, c'est un point de vue tout à fait personnel. Je sais que beaucoup de mes confrères ne me partagent pas ce point de vue depuis des années. Moi, je refuse qu'il y ait des fiscalités, des distorsions de la fiscalité, y compris pour les avantages pour les entreprises exportatrices et pour les entreprises offshore. C'est pas la peine qu'ils viennent. Bon. Maintenant, c'est en fait un signe de convergence pour la fiscalité. Ce qui est dommage dans cette loi de finances, d'achlo des activités un peu qui ne reflètent pas, j'allais dire, d'une vision, justement. Et là, je partage avec toi ce que tu disais de vision. Des activités qui n'ont aucun sens. J'aurais pu voir dans les activités qu'ils ont listées, les Moujoud pour 2021 appliquées 13,5, quelque chose d'un peu plus réfléchi qui traduirait justement une vision un peu plus, j'allais dire, un peu plus rationnelle. والحاجة الثانية في BEPS نرجع لحكاية et ça va avoir une conséquence كبيرة برشا et je pense que c'est toujours positif pour nous. L'obligation de mettre en place un cadre réglementaire du prix de transfert. Le prix de transfert, le jeu se fait là. Tu as maire ou une entreprise filiale, tu قداش تبيع هذه الأخرى. Donc finalement, oui, je traite le bénéfice là, ou là tu vas le déplacer là. Et là maintenant, ça devient quelque chose avec cette loi de finances vraiment des obligations qui sont fortes d'ailleurs. Pour tous les groupes, les ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dinars. D'ailleurs, c'est une base qui est bon, ça va être compliqué à mettre en place. Ils vont les obliger à produire des documentations extrêmement fines sur leur politique de transfert entre les filiales. Et l'obligation également de partager toutes ces données-là. C'est des obligations qui sont très, 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 très pointues, pays par pays, et ça va être partagé avec l'ensemble des pays de la planète, donc surtout avec lesquels on travaille. Donc on est dans cette logique de convergence et je trouve que ce projet de loi de finances l'a consacré. Bien sûr, le secret professionnel, c'est de l'excès parce que peut-être qu'ils sont partis des accords BEPS, mais BEPS n'a jamais considéré ça comme étant une obligation. En gros, bon, je ne vais peut-être pas peut-être en parler tout à l'heure si vous le voulez au niveau de la discussion. Mais tout nous a dit que nous avons نزيدوا شويه كما عملوا في déclaration de patrimoine. Un périmètre à la con jusqu'à 300 000 personnes comparé à la France, où ils sont à 3 500 personnes. C'est une bonne chose de le faire, mais pour 300 000 personnes, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire, parce qu'ils ont fait un périmètre large. J'ai l'obligation de secret professionnel. BEPS, écoutez, à titre, les pays, vous pouvez légiférer dans vos législations le fait qu'il y ait les conseils fiscaux des entreprises divulguent les politiques de transfert agressif. Donc ils sont déliés du secret professionnel par rapport à ça. Voilà, tous les professionnels sont déliés du secret professionnel pour tous les aspects de la fiscalité. Voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, ça crée un tollé considérable au niveau de l'ensemble des professions libérales, parce que c'est quelque chose qui est complètement stupide. Mais bon, cela dit, je reste quand même sur cette note assez positive de mon point de vue vis-à-vis de l'entreprise, du contenu de ce projet de loi de finances. Voilà. Et Merci. tout à l'heure, peut-être que... Merci beaucoup aussi.